Chers étudiants, on va continuer sur l'étude des muscles du membre supérieur. Et la dernière fois, on s'est arrêté au niveau des muscles de la main. Et on a vu les muscles de la loge ténare, qui sont en nombre de 4, le court abducteur, ensuite l'opposant, le court fléchisseur et l'adducteur du pouce. Maintenant, on va passer au deuxième groupe, ce sont les muscles grand B. Ce sont les muscles de la loge hypoténare. Les muscles de la loge hypoténare. Et les muscles de la loge hypoténare, la même chose, ils sont en nombre de 4. Ils sont en nombre de 4 et qui sont les suivants. Le premier muscle, premièrement, c'est le muscle, ce qu'on appelle, anciennement, on l'appelait le palmaire cutané, le muscle palmaire cutané de la main. Mais dans la nouvelle nomenclature, on l'appelle le court palmaire, parce qu'il y a le long palmaire qui appartient à l'avant-bras. Donc le court palmaire, dans la nouvelle nomenclature, il s'appelle le palmaire cutané. C'est un muscle qui est possier. Possier, ça veut dire qu'il appartient à la peau. Et lors de la dissection de la main, une fois on décolle la peau, ce muscle va sauter avec la peau. Ce qui fait qu'il est à l'intérieur de l'épaisseur cutanée. Quelle est son origine? L'origine, c'est le rétinaculum des fléchisseurs, c'est-à-dire le ligament annulaire. Et il va avoir un trajet oblique vers le bas et vers le dehors. Il se termine à l'intérieur, il se perd à l'intérieur de la peau de l'éminence hypoténare. Il est innervé par la branche superficielle du nerf ulnaire. Et qu'est-ce qu'il a comme rôle? Il a comme rôle, c'est de renforcer la peau de l'éminence hypoténare. Deuxième muscle. Le deuxième muscle, c'est l'abducteur du 5. Abducteur du 5e. L'abducteur du 5, on va essayer de réaliser un schéma comme ce que nous avons fait pour l'éminence. Voilà, l'extrémité inférieure du radius, l'extrémité inférieure de l'ulna avec sa tête, le processus styloïde ulnaire. Ensuite, vous avez le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et le pisiforme. Le trapézoïde, le capitatum, le grand os, et amatum avec son crochet. Là, vous avez le premier métacarpien et les autres. Le deuxième, troisième métacarpien, quatrième, et puis cinquième. Cinquième métacarpien. Les phalanges, nous aurons besoin de quelques phalanges, voilà, essentiellement du cinquième doigt. Je peux ajouter les autres si vous voulez. Donc, quatrième doigt. Troisième doigt, c'est le plus long. Et puis, le deuxième doigt. Donc, voici le squelette de la main et sur lequel nous allons essayer de placer ces muscles. Le premier muscle, c'est l'abducteur du 5. L'abducteur du 5, il va avoir comme origine, c'est le pôle inférieur du pisiforme et il va avoir, deuxièmement, un trajet qui est vertical. Il va longer le bord médial du 5e rayon et il va se prolonger en bas par un tendon qui va se terminer sur la première
phalange. Comme ça, le muscle, qu'est-ce qu'il va avoir comme rôle quand il se contracte? Il se contracte de cette manière et il va éloigner le cinquième doigt de l'axe de la main. Malgré que, regardez, le cinquième doigt, quand il fait fonctionner l'abducteur, il se déplace vers le dedans par rapport à l'axe du corps, mais par rapport à l'axe de la main, il s'éloigne de l'axe de la main. C'est pour cela qu'on dit abduction. Abduction par rapport à l'axe de la main qui passe par le troisième doigt. Donc tout ce qui se rapproche de l'axe, c'est une adduction. Tout ce qui s'éloigne de l'axe, c'est une abduction. Donc c'est une abduction du cinquième doigt. Autre chose, ce muscle est innervé par le nerf. Quel nerf? C'est le nerf ulnaire. Donc le nerf, voilà, ici, le nerf qui descend, c'est le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire va envoyer des branches pour le muscle, une branche pour le muscle abducteur, donc le nerf ulnaire. Je rappelle, et ça on l'a vu l'autre fois, c'est le canal carpien, le rétinaculum des fléchisseurs qui va former ou fermer la partie antérieure du canal. Et vous avez ici le nerf ulnaire qui va passer devant, en avant. Il va passer en avant, et je vais le mettre avec la craie blanche, comme ça vous allez le voir d'une manière claire. Donc voilà. Et ce nerf ulnaire, puisqu'il passe en dehors du canal, mais il va passer dans un autre canal qu'on a appelé comment? Qu'on a appelé le canal de Guyon. Donc voici là le canal de Guyon. Le canal de Guyon est limité du côté médial par le pisiforme qui est là, et en avant par l'expansion dorsale du rétinaculum des fléchisseurs et en arrière par le rétinaculum des fléchisseurs, c'est-à-dire le ligament annulaire. Donc, canal de Guyon à ce niveau. Voilà. Quel est le rôle de ce muscle? On l'a dit, il permet l'abduction du cinquième. Le troisième muscle, c'est le muscle court fléchisseur. Le court fléchisseur du cinquième. Donc, tous les muscles de l'éminence hypothénale seront destinés à quel doigt? Au cinquième doigt. Donc, le court fléchisseur du cinquième, il va avoir comme origine ce processus, et ce processus, c'est quoi? C'est amulus de l'amatome. C'est-à-dire, c'est le crochet de l'os crochu. Donc, le crochet de l'os crochu va donner naissance au muscle court fléchisseur, et le court fléchisseur va avoir un ventre qui va se prolonger vers le bas, et la terminaison, c'est quoi? La terminaison, c'est la base de la première phalange. La base de la première phalange. Donc voici le troisième muscle. Le troisième muscle, donc je vais écrire ici le muscle abducteur du 5. Et l'autre muscle, c'est le court fléchisseur du cinquième.
Là, c'est la première phalange. Ici, pisiforme. Ensuite, là, c'est canal de Guyon. Ici, c'est ligament annulaire. Voilà, donc les éléments dont on a besoin pour compléter le schéma. Le dernier muscle maintenant. Le dernier muscle, c'est quoi? Le quatrième muscle, c'est l'opposant. L'opposant du cinquième. L'opposant du cinquième, quelle sera son origine? L'origine, ça sera la même que celle du court fléchisseur, c'est-à-dire amylus de l'amatome, c'est-à-dire le crochet de l'os crochu. Et ce muscle, c'est l'équivalent de l'opposant du 5, c'est-à-dire il va se diriger selon un trajet qui est oblique vers le bas et vers le dehors. Je peux, si vous voulez, le schématiser brièvement à ce niveau. Nous avons ici l'extrémité inférieure du radius, l'extrémité inférieure de l'ulna. Rapidement, nous avons le scaphoïde, le lunatome, le triquetrum, le pisiforme, et puis trapèze, trapézoïde, grand os et os crochu. Donc voici le crochet de l'os crochu, et nous avons le cinquième ici, le cinquième métacarpien. Donc ce muscle va avoir voici le crochet, va avoir une disposition très particulière. L'origine, c'est l'amylus de l'amatome. Et puis ce muscle, il va, au fur et à mesure qu'il descend vers le bas, il devient plus large, et il va se terminer à quel niveau? Au niveau du bord médial du cinquième métacarpien. Et c'est le muscle le plus profond. Donc, il a de la superficie vers la profondeur. Le premier muscle, c'était quoi? C'était le court palmaire, ou bien ce qu'on appelle le palmaire cutané. Voici le palmaire cutané. Le palmaire cutané, voici son origine. C'est le ligament annulaire, le rétinaculum des fléchisseurs. Et après, ce muscle, au fur et à mesure qu'il avance vers le dehors, on le perd. C'est-à-dire, il a été enlevé avec la peau. Et on a dit que c'est un muscle possier. Donc ici, je peux écrire, c'est le muscle court palmaire ou bien égal palmaire cutané. C'est le muscle court palmaire. Donc je peux le mettre comme ça. Et vous avez compris pourquoi on ne l'a pas fini, parce qu'il a sauté avec la peau. Le deuxième muscle, c'est l'abducteur du cinquième. Le troisième, le court fléchisseur. Et le muscle le plus profond, c'est celui-là. C'est le muscle opposant. Muscle opposant du 5. Le muscle opposant du 5. Innervé par quel nerf? Innervé, bien sûr, par le nerf ulnaire. C'est le nerf ulnaire. Donc j'ai effacé un petit peu l'origine. Voici l'origine. Donc l'origine, c'est l'amylus de l'amatome. D'accord. Donc nous avons là le nerf toujours ulnaire, et nous avons cinquième métacarpien, muscle opposant. On continue. Donc l'opposant, innervé par le nerf ulnaire, quelle est son action? Il rapproche le cinquième métacarpien, il le rapproche du premier. Donc c'est ce mouvement. C'est le mouvement d'enroulement des métacarpiens pour réaliser une sorte d'arche à concavité antérieure. Donc il rapproche le cinquième au premier métacarpien.
Voilà tous les muscles de la loge hypoténare. On peut passer à la troisième loge, qui est la loge des muscles interosseux. Je vais être très bref dans cette description. Je peux vous dire que les muscles interosseux sont en nombre de 8. Il y a 4 muscles qui sont dits ventraux et 4 muscles dorsaux. Ces muscles, ils vont prendre naissance au niveau des corps des métacarpiens, à l'intérieur des espaces, et leur terminaison se fait toujours au niveau de la base de la première phalange, avec une expansion qui se fait au niveau dorsal pour se réunir avec l'extenseur. Maintenant, tous ces muscles, ventraux et dorsaux, sont innervés par quoi? Sont innervés par le nerf ulnaire. Quelle est la fonction de ces muscles? Pour les muscles interosseux ventraux, ils vont assurer un mouvement de flexion métacarpophalangienne. Donc voici le mouvement. Ventraux, ils vont faire ce mouvement. C'est le mouvement de flexion métacarpophalangienne. Et en même temps, ils vont assurer le rapprochement des doigts. Le rapprochement des doigts. Donc mouvement flexion métacarpophalangienne et rapprochement des doigts. Ça, c'est pour les interosseux ventraux. Maintenant, les interosseux dorsaux, c'est l'inverse, c'est l'extension métacarpophalangienne et l'écartement des doigts. Donc voilà tout ce qui concerne les muscles interosseux. Il nous reste 4 autres muscles, ce sont les lombricaux. Les lombricaux, ce sont de très petits muscles qui sont adhérents aux muscles fléchisseurs communs profonds et qui vont se terminer au niveau de la première phalange. Le rôle de ces lombricaux, ils vont contribuer à la flexion des doigts et à l'action des muscles fléchisseurs communs profonds. On va quitter cette partie des muscles. Grand 1, c'était introduction. Grand 2, c'était les muscles du membre supérieur. Maintenant, grand 3, on va voir l'innervation, ou plutôt on peut commencer par la vascularisation du membre supérieur. Donc grand 3, vascularisation du membre supérieur. D'où vient cette vascularisation? On l'a dit quand on a étudié l'anatomie du thorax, toute la vascularisation du membre supérieur est assurée par une artère qui est l'artère sous-clavière ou subclavière. L'artère subclavière, elle va monter du côté droit à partir du tronc artériel brachiocéphalique et du côté gauche directement de l'aorte. Et elle va passer au-dessus de la première côte pour venir vasculariser le membre supérieur. On va essayer maintenant de faire un schéma qui va nous résumer un petit peu la vascularisation du membre supérieur, et on va commencer par l'origine. Donc voilà le sternum au milieu, c'est une vue antérieure du thorax, montrant une vue supérieure du thorax, montrant le squelette thoracique, les deux clavicules, clavicule droite et clavicule gauche, et puis la silhouette thoracique, les côtes, la première côte, 2, donc voilà le côté droit et le côté gauche. Le côté gauche, la même chose, la première côte, 2,
Donc voilà la cage thoracique. Et cette cage thoracique, on va avoir du côté latéral, nous allons avoir l'acromion. À ce niveau et sous l'acromion, nous avons la cavité glénoïde avec le bord axillaire, le processus coracoïde. Et nous avons l'extrémité supérieure de l'humérus avec l'humérus qui descend. Et on va avoir l'extrémité inférieure qui est comme ça. D'accord? Donc sur ça, nous allons essayer de voir quelle est la source et l'origine avec ici le corps vertébral, voilà. Maintenant, l'origine. L'origine, c'est l'artère subclavière. Cette artère subclavière, comme j'ai dit, elle va naître du côté droit du tronc artériel brachiocéphalique et elle va passer sous la clavicule, voilà, sous la clavicule et au-dessus de quoi? De la première côte, en arrière du tubercule de Lisfranc. Vous vous rappelez, le tubercule de Lisfranc, c'est un tubercule, le voilà, voici le tubercule de Lisfranc, qui va donner insertion au muscle scalène. Et en arrière, le scalène antérieur en avant, scalène moyen en arrière, et ils vont former un triangle qu'on a appelé comment? Qu'on a appelé le triangle interscalénique. Et ce triangle interscalénique va livrer passage à cette artère qui est l'artère axillaire, et cette artère axillaire va avoir un trajet qui est variable selon la forme, selon la position du membre. Quand le membre est en abduction, elle va avoir un trajet qui est rectiligne, et quand le membre est le long du tronc, elle va avoir un trajet qui est concave vers le bas et vers le dedans. Cette artère axillaire, on l'a déjà vu quand on a étudié quoi? Quand on a étudié la glande mammaire, vous vous rappelez, nous avons ici le bord inférieur du muscle, le muscle grand pectoral qui vient et qui va se terminer, voici en vert le muscle grand pectoral qui va se terminer au niveau de la lèvre latérale de la gouttière bicipitale. À ce niveau, cette artère, elle va changer de nom. Donc là, on va l'appeler artère subclavière, artère subclavière droite. Et quand elle arrive là, elle va changer de nom et elle va devenir artère brachiale. Artère brachiale. Artère brachiale. Cette artère axillaire, au cours de son trajet, elle va donner un certain nombre de branches. Combien elle va donner de branches? Elle va donner 6 branches. 6 branches. La première branche, c'est une branche qui va se détacher à la partie supérieure et elle va venir vasculariser le pôle supérieur de la glande mammaire et de la paroi thoracique, c'est-à-dire le petit pectoral. Cette artère, c'est la scapulaire, c'est la thoracique suprême, la artère thoracique suprême. Donc voici la première artère, c'est l'artère thoracique suprême. Elle s'appelle aussi la petite thoracique. Dans certains livres, vous allez trouver la petite thoracique. La deuxième artère,
c'est l'artère qui va se diriger vers l'acromion et vers la région, elle va se diriger vers l'acromion et en même temps elle va se diviser en deux branches, une branche acromiale et une branche thoracique. Donc c'est l'artère acromio-thoracique. L'artère acromio-thoracique. Donc la deuxième artère ici, c'est artère acromio-thoracique. L'artère thoracique suprême et l'artère acromio-thoracique. L'artère acromio-thoracique va donner deux branches, une branche thoracique et une branche acromiale. La troisième artère, c'est l'artère thoracique médiale. L'artère thoracique médiale, c'est une longue artère, on a vu ça, longue artère qui va longer la face latérale du thorax et elle va accompagner quoi? Elle va accompagner le nerf de Charlebel. Elle va accompagner le nerf thoracique long. Donc c'est l'artère thoracique latérale. L'artère thoracique latérale. Ou bien artère mammaire externe. La troisième artère, c'est une artère qui va passer sous la... je vais faire comme ça et je vais mettre flèche. C'est une artère qui va partir en arrière. Elle va détacher une branche pour la glande mammaire, mais elle va partir en arrière en traversant une fente qu'on appelle la fente axillaire médiale. C'est le triangle homotricipital qui se trouve au niveau de la région scapulaire. Elle va le traverser et elle va faire une anastomose avec d'autres branches en postérieur pour vasculariser la région occipitale. Donc c'est l'artère scapulaire inférieure, artère sous-scapulaire, artère sous-scapulaire ou bien artère subscapulaire. Donc on est arrivé à 4, ce sont les 4 artères de quoi? Ce sont les 4 artères de l'artère axillaire et en même temps ce sont des artères qui vont vasculariser la glande mammaire. Combien il reste? Il reste 2. Ce sont les artères circonflexes. Nous avons 2 artères circonflexes, une artère circonflexe antérieure et une artère circonflexe postérieure. L'artère circonflexe antérieure et postérieure, parfois ils naissent par un seul tronc et parfois par 2 troncs. L'artère circonflexe postérieure passe en arrière et elle va quitter la région en accompagnant le nerf. Le nerf, quel nerf? C'est le nerf circonflexe. Elle va l'accompagner et elle va sortir de la région, c'est-à-dire de la région axillaire vers la région scapulaire. Elle va sortir à travers le quadrilatère de Velpeau ou bien ce qu'on appelle l'hiatus axillaire latéral. Hiatus axillaire latéral. Donc c'est l'artère circonflexe postérieure. Et puis il y a une autre artère circonflexe, c'est l'artère circonflexe antérieure. Ces 2 artères circonflexes antérieures et postérieures vont s'anastomoser et c'est pour cette raison on les appelle circonflexes parce qu'ils vont réaliser un cercle autour du col chirurgical de l'humérus. Donc voilà les 2 artères restantes, 1 et 2, 1 et 2, 1 plus 2, ce sont les artères circonflexes. Les artères circonflexes antérieures et postérieures. Maintenant, on a vu les branches de l'artère axillaire. Il faut rappeler que l'artère axillaire est une artère centrale, c'est-à-dire elle va réaliser l'axe du creux axillaire. Et autour de cet axe, autour de cette artère, viennent s'installer les racines, les branches du plexus brachial. Ce sont les troncs secondaires qui sont en nombre de
de 3 troncs secondaires postérieurs. Le tronc secondaire postérieur va se placer en arrière de l'artère. Le tronc secondaire antérolatéral va se placer en dehors. Et le tronc secondaire antéromédial va se placer en dedans. Donc, autour de cette artère viennent se placer des troncs secondaires. Et ces troncs secondaires postérieurs, antérolatéral, antéromédial, vont donner des nerfs, ils vont donner ce qu'on appelle les branches terminales du plexus brachial. Le tronc secondaire postérieur est appelé radius circonflexe. Derrière l'artère, il va libérer deux. Il va libérer le nerf circonflexe et le nerf radial. Et le tronc secondaire, ça on va le voir dans l'innervation. Le tronc antérolatéral s'appelle musculocutané. Il va donner le musculocutané et la branche latérale du nerf médian. Alors que le troisième tronc antéromédial, il s'appelle médiocubitocutané parce qu'il va donner la branche médiale du nerf médian plus le nerf cubital plus les deux nerfs cutanés, c'est-à-dire cutané BCI, brachial cutané interne et son accessoire. Donc cette artère qui constitue l'axe du creux axillaire va quitter la région à travers le bord, à partir du bord inférieur du grand pectoral. Elle n'est plus artère axillaire, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir artère brachiale. Donc là, c'est artère brachiale. Brachiale ou humérale. Artère brachiale ou humérale. Cette artère brachiale ou humérale va descendre vers le bas en passant, bien sûr, dans la gouttière bicipitale médiale. Gouttière bicipitale médiale. Et elle va libérer cette artère brachiale, elle va libérer en arrière de l'humérus, elle va libérer une autre artère qu'on appelle l'artère humérale profonde. Artère humérale profonde. Et en même temps, elle va donner deux autres artères, ce sont les collatérales, appelées collatérales médiales supérieures et collatérales médiales inférieures. Donc, on est obligé de faire un autre schéma, un schéma du bras avec le coude pour montrer ces branches de l'artère humérale et en même temps, on va montrer les branches qui vont monter à partir du coude et qui vont faire anastomose avec ces branches collatérales. Donc, le schéma suivant sera quoi? Sera une vue antérieure, je vais venir ici, donc une vue antérieure du bras et du coude pour montrer les différentes branches collatérales et ainsi que leur anastomose. Donc je vais commencer par l'humérus, donc l'humérus, la tête humérale, avec le trochitère en dehors et puis le reste de l'os en bas qui va s'élargir au niveau de l'extrémité inférieure. Il va s'élargir au niveau de l'extrémité inférieure pour donner la palette humérale. Donc je recommence. Là, nous avons ici, voilà, l'humérus qui va donner l'épitrochlée, ensuite la trochlée, le capitellum et l'épicondyle latéral. Donc ça, c'est l'extrémité inférieure de l'humérus avec les fossettes à ce niveau. Et là, nous avons l'épitrochlée. En bas, nous avons l'extrémité supérieure de l'ulna et la tête radiale. Tubérosité radiale, et puis le reste, je vais couper à ce niveau l'os, comme ça,
et on va s'intéresser essentiellement à cette région. Cette région, nous avons premièrement l'artère axillaire qui va devenir humérale. Voilà, l'artère axillaire qui va devenir humérale. À partir de quoi? À partir du bord inférieur du grand pectoral. Cette artère humérale ou brachiale va libérer en arrière de l'humérus. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner l'artère humérale profonde. L'artère humérale profonde. Cette artère humérale profonde, elle va passer où? Elle va passer en arrière de la diaphyse humérale. Elle va accompagner le nerf radial. Donc ici, je peux ajouter, si vous voulez, le nerf radial. Le nerf radial, il accompagne cette artère à la face postérieure. Ensuite, cette artère humérale profonde va se diviser en deux. Elle va donner deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. L'artère humérale continue son trajet vertical jusqu'au coude et elle va donner deux branches collatérales, une branche collatérale médiale supérieure et une branche collatérale médiale antérieure. Faites attention, donc là ce sont les branches collatérales médiale supérieure, médiale inférieure, alors que du côté latéral, c'est l'artère humérale profonde. Artère humérale profonde qui va donner une branche antérieure, branche postérieure, et là, c'est l'artère collatérale médiale supérieure et l'artère collatérale médiale inférieure. D'accord? L'artère humérale continue son trajet. Donc, humérale, elle va passer au niveau de la gouttière bicipitale médiale, et c'est ici la gouttière bicipitale médiale. La gouttière bicipitale médiale est limitée en dedans par les muscles épitrocléens. Donc là, il va y avoir un groupe de muscles qu'on a déjà vu, rappelez-vous du premier cours. Donc ce sont les muscles épitrocléens, c'est la limite interne de la gouttière bicipitale, et ces muscles épitrocléens sont au nombre de 4, qui sont le rond pronateur, grand palmaire, petit palmaire et cubital antérieur. Du côté latéral, vous avez le biceps, et en profondeur, vous avez le brachial. Donc cette artère, elle va emprunter cette gouttière bicipitale, et à 1,5 jusqu'à 2 cm, cette artère va se diviser en deux branches. Une branche latérale qui continue le trajet et une branche médiale qui va aller le long de l'ulna. Ici, c'est la branche latérale. D'accord? Donc, nous avons l'artère humérale. Il va donner une branche médiale, c'est l'artère ulnaire, et une branche latérale, c'est l'artère radiale. Ce sont les branches terminales de l'artère humérale. L'artère ulnaire va donner deux branches. Premièrement, la première branche, c'est la récurrente, ça s'appelle comme ça, la récurrente ulnaire. La récurrente ulnaire, artère récurrente
ulnaire. Cette artère récurrente ulnaire va se diviser en deux. Elle va donner une branche postérieure et une branche antérieure. La branche antérieure de quoi? De l'artère récurrente ulnaire. La branche antérieure va s'anastomoser avec la collatérale médiale inférieure. Donc là, il va y avoir une anastomose. Regardez, je m'écrois, comme d'habitude. Vous vous rappelez, quand on a vu l'anatomie du cœur, la vascularisation du cœur, je vous ai mis des croix sur les anastomoses entre les artères interventriculaires antérieures et en arrière, entre l'artère rétroventriculaire postérieure et l'artère circonflexe. Là, vous avez une anastomose entre l'artère collatérale médiale inférieure et l'artère, quelle artère? L'artère récurrente, la branche antérieure de la récurrente ulnaire. La branche postérieure passe en arrière de l'épitroclée, donc on ne va pas la voir et on va la voir ici. Et elle va s'anastomoser avec quelle artère? Avec l'artère collatérale médiale supérieure. Donc là, la même chose, il va y avoir une anastomose. Donc cette artère-là, on va l'appeler la branche postérieure de quoi? De la récurrente ulnaire. Et celle-là, c'est la branche antérieure de la récurrente ulnaire. Voilà. Ça, c'est du côté médial. On a compris, donc vous voyez, il y a une anastomose entre l'ulnaire et l'huméral. Conséquence, quand il y a par exemple un problème au niveau de l'artère humérale à ce niveau, on peut ne pas avoir une ischémie de membre. Pourquoi? Parce qu'il y a ces cercles anastomotiques, ces anastomoses qui peuvent faire une suppléance et qui peuvent assurer la viabilité du membre. D'accord? Par contre, si la lésion est située à ce niveau, non, ce n'est pas la même chose. Quand la lésion siège au niveau de l'artère axillaire ou bien au niveau de l'artère sous-clavière, le problème est très sérieux. C'est une ischémie aiguë du membre et c'est une grande urgence chirurgicale. Il faut aller soit désobstruer l'artère, soit aller faire la continuité de cette artère quand elle est sectionnée. Donc maintenant, du côté latéral. Du côté latéral, toujours l'artère ulnaire va donner un deuxième tronc. Un deuxième tronc, c'est ce qu'on appelle le tronc des interosseux. Le tronc des interosseux. Donc je vais l'appeler comme ça, c'est le tronc des interosseux. Ce tronc des interosseux va se diviser en deux branches, une branche postérieure et une branche antérieure. Donc vous voyez, voici le tronc des interosseux va se diviser en deux branches, une branche qui va partir en arrière et une branche qui va venir en avant. La branche qui va partir en arrière, elle va s'anastomoser avec la branche postérieure de l'artère humérale profonde. Et la branche qui va en avant va s'anastomoser avec la branche antérieure de l'artère humérale profonde. Donc là, anastomose, et ici, anastomose. Donc vous voyez combien d'anastomoses entre la récurrente ulnaire et le tronc des interosseux. Et de là, on comprend ce cercle périarticulaire. C'est un cercle périarticulaire du coude. Ce cercle est formé par un ensemble d'anastomoses qui vont assurer la circulation de suppléance et en même temps, ils vont faire un lien important entre le système supérieur et le système inférieur. En arrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des arcades qui ont une disposition transversale que je n'ai pas schématisée ici, c'est-à-dire à partir de la collatérale supérieure et la collatérale inférieure, il va y avoir des artères qui vont relier la branche postérieure de
de l'humérale profonde avec ses branches pour réaliser une arcade postérieure qui vascularise la face postérieure du coude. Donc on va continuer, on a vu cette région, c'est-à-dire la circulation artérielle au niveau du coude, on va descendre vers la main pour voir comment ça se passe au niveau de la main. Allez-y, on va faire un schéma de l'extrémité inférieure du radius, comme d'habitude, extrémité inférieure du radius, avec l'articulation radio-ulnaire inférieure. Voici la tête de l'ulna, articulation radio-ulnaire inférieure. Là, je vais couper le radius pour montrer sa configuration.